Je m'appelle Cédric, j'ai bientôt 40 ans, j'ai deux enfants de 11 et 8 ans. Voilà. Donc j'ai créé le pain des Cairns en 2014. C'est une reconversion. C'est-à-dire que je travaillais dans l'informatique avant. Voilà. Donc après on va expliquer un peu tout le process. Aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans que le pain des Cairns a été créé et aujourd'hui je suis gérant d'une société qui s'appelle Dragon Pizza. Donc j'ai un peu bifurqué sur la pizza, pas très très loin du pain des carnes d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et je vais peut-être passer la parole à Gilles. Je pense que tu as plein de choses à raconter après, donc c'est bon. Super, merci. Moi, c'est Gilles Christin, j'ai 51 ans. Tranquillement, je me dirige vers les 60. Moi, je suis actuellement le gérant d'une nouvelle société coopérative, une boulangerie qui s'appelle le Haber du Pain, que j'ai installé dans Grenoble après être parti du pain d'équerre. Ah, super, impeccable. Ok. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce qu'on fait? On affiche le poster et puis vous savez ce que vous êtes prêts. Vous êtes tout prêts. Vous êtes chaud, vous êtes à fond, vous êtes à fond. Alors, je lance le chrono pour 30 minutes et puis après on posera des questions. Donc, ça vous va ou est-ce qu'on voulait qu'on vous interrompt? Comme vous voulez. Vous pouvez nous interrompre, hein, c'est pas un problème. Ouais. Comment vous le sentez Constructif. Vous pouvez interrompre. On peut interrompre. Allez, Pas obligé. voilà, ça marche. Ok, allons-y. Allez, c'est parti. Donc du coup, par rapport au poster, c'est commencé en haut à gauche et ça finit en bas à droite. Donc ça commence en 2014. Donc moi je me reconvertis donc de mon ancien métier, donc l'informatique, pour différentes raisons, mais notamment comme de sens dans mon travail, puisque je fais un travail qui me plaît pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Donc reconversion, formation et ensuite création donc d'une entreprise. Donc je me suis formé dans une école qui est quand même qui m'a donné énormément, enfin, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, qui est une école qui non seulement forme à la boulangerie, mais qui en fait va aboutir à la création d'un business plan. Et donc l'idée c'est quand même de créer à la fin son entreprise. Donc du coup en 2014, moi j'ai un énorme niveau de confiance en moi, ce qui me permet en fait de lancer un projet avec des paramètres idéaux, dans le sens où c'est un très bon emplacement dans Grenoble. Les produits sont atypiques et innovants. Et, euh, et moi j'ai une grosse énergie, voilà. Donc à ce moment-là, je m'entoure déjà de personnes voilà qui me permettent de faire beaucoup d'économies en termes de chantier notamment, je me rends compte aujourd'hui, et qui vont assez vite mener à un succès un peu trop important pour moi, dans le sens où on a commencé à deux et on arrive très très vite à deux, donc on embauche deux, trois, quatre, cinq, six, on arrive assez vite au bout d'un an à 8 personnes. Donc, c'est ce que je nomme la crise de croissance. Moi, personnellement, j'ai toujours détesté la notion de patron. J'ai toujours, dans l'idée, voilà, mon expérience de salarié m'indiquait qu'il y avait vraiment des gens qui profitaient de leur pouvoir. Et donc, j'assume assez mal ce statut. Or, je constate que des personnes, je suis quand même en SARL, dans le sens où j'ai une responsabilité de gérance. Et je vois aussi qu'il y a des personnes qui se mettent dans une posture de salarié et qui attendent de moi que je sois le patron, ce qui occasionne sur le moyen terme, donc dans la première année, voilà, à la fois une très bonne santé économique, mais aussi un début de conflit dans le sens où je n'assume pas mon rôle de leader, de patron, je sais pas comment on peut appeler ça. Ce qui m'amène
quand même, l'idée, c'est justement quand on n'assume pas le rôle, bah, qu'est-ce que je fais? On met tout à plat, c'est-à-dire qu'on essaie de répartir le pouvoir de manière totalement horizontale. Ça veut dire qu'on commence à faire des réunions interminables le mercredi soir à 11 heures. Le genre de réunion où à la fin tout le monde dit oui, mais en fait, on peut pas forcément des très bonnes décisions, ce genre de réunion. Donc, moi, je passe par des phases quand même très, très compliquées. Donc, c'est un peu paradoxal. Tout fonctionne bien au niveau financier et économique, mais ça fonctionne très mal dans ma tête. Donc burn-out, donc grosse remise en question, assez difficile à vivre parce que de l'extérieur, en fait, tout va bien et moi, dans ma tête, tout va mal. Euh, donc, je recherche d'autres modes de gouvernance parce que j'ai toujours pas envie d'assumer ce statut de patron. En parallèle, donc, je rencontre un stagiaire, enfin, une personne qui me fait une demande de stage qui s'appelle Gilles Christin. Alors, à chaque fois, je me demande si tu me corrigeras si je me trompe pas. Mais du coup, on se rencontre, on planifie un stage et en parallèle, on se rencontre aussi dans un atelier du Nou, qui est donc un séminaire de 3 jours de l'université du Nou, une structure basée à Chambéry et qui a pour raison d'être de repenser comment on décide ensemble, repenser le pouvoir, enfin voilà, changer de paradigme un petit peu sur tout ce qui est classique dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire quand même plutôt de la domination. Voilà. Donc à ce moment-là, on se rencontre et et donc ouais, c'est un moment assez compliqué pour moi parce qu'en fait on perd, c'est un moment, on va dire, de refondation, hein. C'est pour ça que on l'a mentionné sur le poster. Parce qu'avec Gilles, du coup, moi, je suis vraiment au bout de ma vie, hein, et donc je cherche un allié pour refonder la structure. Et donc, il arrive avec une énergie quand même assez forte et avec la volonté de remettre en question justement cette notion de pouvoir dans l'entreprise. Voilà, peut-être que tu peux en dire 2 mots. Et moi, j'arrive en juin 2016 au Panéquerne, après avoir fait un burn-out. J'ai travaillé pendant, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie. Donc, d'abord 13 ans dans une grosse multinationale et puis 5 ans dans une PME, une PME familiale. Il y avait 6 frères et sœurs qui étaient associés salariés de la boutique de leur entreprise de 60 personnes. Et en fait, la, la verticalité, la domination des propriétaires, que ce soit dans la multinationale les actionnaires ou que ce soit dans la petite entreprise, m'avait vraiment poussé à bout. Donc, j'ai fait un burn-out et puis j'ai dit, mais moi, je veux plus travailler dans ces environnements-là avec ces niveaux de hiérarchie. Je veux plus enrichir des propriétaires. Et donc, c'était posé la question de dans quel environnement j'allais travailler. Et ça faisait quand même un moment que je tournais autour des sociétés coopératives. Et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve que j'aille dans le secteur des TPE parce que c'était à ma portée de pouvoir construire un environnement professionnel qui me corresponde. Voilà, c'était un peu mon rêve. Et bon, la boulangerie m'attirait. J'ai fait quelques stages en boulangerie jusqu'à tomber à rencontrer Cédric au Pain des Cairns. Il m'a fait découvrir la boulangerie d'une certaine manière. D'ailleurs, on travaille pas nuit, on commence à 7 heures du matin. C'était peut-être 6 heures à l'époque, mais bon, pareil. Et ça m'a permis d'enlever tous les freins. Je suis sorti du rendez-vous avec Cédric. J'ai senti que j'avais un sourire énorme. C'était vraiment un grand moment de joie. Et il se trouve que, en effet, quelques jours après, on se rencontre dans ce stage de gouvernance partagée, le premier ADN pour les pros organisé par l'IDN. Tous les deux, on avait envie on cherchait une autre forme de management, une autre forme de gestion de l'équipe, une autre forme de travailler ensemble. Voilà. Et donc là, je crois que c'est à ce moment-là, forcément, ça a donné confiance et que la coopération entre nous deux, où on avait les mêmes intérêts, s'est mise en route. Et donc, j'ai intégré
le pain d'équerre en septembre, il y avait bon, pas mal de personnes qui étaient sur le départ c'était en train de se faire. Enfin, ça pouvait plus être autrement, là, vu les conflits qu'il y avait. Donc, il y a 5 personnes qui sont parties assez rapidement du pain d'équerre. Et avec Cédric, nous avons reconstruit, on a recruté 5 autres personnes en vue de travailler avec cette autre méthode. Et pour moi, j'avais l'objectif, que j'avais expliqué à Cédric, que je voulais sortir du salariat. On en était là à ce moment-là. Donc là, on recrute en fait une nouvelle équipe, hein, en disant aux personnes, bah voilà, on va faire de la gouvernance partagée. En fait, on savait pas vraiment ce que c'était exactement, mais ça nous convenait bien dans l'idée. Enfin, je dirais si je me trompe, mais voilà. En tout cas, le recrutement dans une entreprise, c'est quand même important. Et là, donc on recrute des personnes en leur disant, bah voilà, vous allez bosser sans patron. Évidemment, ça attire un certain type de profil et on peut difficilement comment dire, imaginer que quelqu'un dise bah non, moi j'ai envie d'avoir un patron qui me dit quoi faire. Donc globalement, le recrutement se passe plutôt bien. On a une entreprise qui fonctionne bien. On dit aux gens vous allez avoir du pouvoir. Bon bah voilà. Mais quand même, le petit bémol, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas exactement vers quoi on va, quoi. Pour intégrer la gouvernance partagée, en fait, on s'aperçoit assez vite que c'est pas forcément inné. Donc, en fait, il faut se former à tout ça. Donc, l'UDN propose des formations. Donc, il y a l'ADN, qui est le séminaire de base. Ensuite, il y a des formations sur la facilitation. Et après, il y a encore d'autres formations sur, ils en ont sorti d'autres depuis, hein, sur la notion de leader, la notion de souteneur coopératif, etc. Donc, on n'arrivera pas à former 100% de l'équipe parce qu'on sent qu'il y a quand même des gens qui sont globalement réfractaires à la démarche. C'est-à-dire qu'ils vont être sur une sorte de double jeu, un jeu de je suis ici, je profite finalement des conditions, je profite voilà, que ça se passe bien. On me dit que je vais avoir du pouvoir, bah, c'est chouette, je le prends. Par contre, derrière, quand on parle de posture de coopération, voilà, de changer de paradigme, on n'a pas forcément en face des gens qui sont sensibles à ça. Ce qui pour nous est quand même un facteur quand même de frustration parce qu'on se dit mince, comment on fait pour en fait embarquer les gens en fait dans cette innovation quoi. Donc, voilà. Donc quand même, au bout d'un moment, il y a quand même la moitié de l'équipe qui est formée. On arrive dans toute cette période-là, économiquement, ça marche encore très bien, hein, même on est en croissance, voilà, il faut qu'on recrute. Donc du coup, bah moi je me mets un peu en retrait, c'est-à-dire du coup, je vais pas forcément être la personne qui va recruter. Donc du coup, il y a des petits groupes qui se forment, voilà. On arrive en 2018. Il y a un moment donné où la question du statut juridique se pose, parce qu'en fait, être en SARL et être en gouvernance partagée, ça pose quand même un petit souci, dans le sens où la SARL est une notion de capital qui est détenue à 100% par une personne. Et donc, on souhaite aussi avec Gilles changer le statut juridique pour aller vers la SCOP. Euh, donc, en fait, Gilles est quand même assez moteur sur ce sujet. C'est lui qui va finalement nous emmener. Parce que moi, je suis plutôt, je suis vraiment suiveur coopératif là-dessus. Mais c'est pas moi qui lead le projet de la SCOP. Voilà. Donc on arrive, peut-être que tu peux parler en 2 mots de cette période. La période de la transformation en société coopérative, c'est vrai qu'elle n'avait pas été si simple que ça. En fait, nous étions 7 à ce moment-là à travailler au pain d'équerre. Et c'était pas si simple d'emmener et d'embarquer les 7 personnes. Je sentais que ça tenait beaucoup à cœur à Cédric. Alors que moi, bon, on serait parti à moins de personnes, ça m'aurait pas gêné à l'époque. Et bon, je trouve très bien qu'on soit parti à 7, c'est un super résultat. Euh, mais c'est vrai que ça a été difficile, il y a eu beaucoup de freins. En fait, il faut quand même, naïvement, je pensais que ce que nous proposions avec Cédric, la gouvernance partagée et la SCOP, c'est-à-dire sortir de ta propriété, créer un commun géré par un collectif, naïvement, je pensais que ça allait
plaire à tout le monde, que c'était tellement beau. En fait, non, ça entraîne aussi des peurs. Et c'était pas facile de rassurer tout le monde pour qu'ils adhèrent, qu'ils embarquent. Bon, il y a eu des difficultés, c'est clair. Il a fallu faire beaucoup de réunions, ça a créé des tensions. Et puis finalement, tout le monde embarque, peut-être aussi par peur de se retrouver isolé, de se retrouver exclu du groupe. Et en fait, à ce moment-là, ça a été aussi, de ce que j'ai capté, un moment clé du pain des Cairns, c'est que le fait qu'on devienne tous associés salariés de cette entreprise avec une tête égale une voix lors des votes d'AG, ben ça, au niveau de la gouvernance, ça a créé quelque chose. Là encore, il y a, ça a positionné peut-être l'entreprise, enfin la façon de voir la gouvernance, un peu comme on voit la démocratie de notre État. Et donc, c'est là que ça a commencé, les alliances, les clans se sont encore renforcés, d'autant plus que on avait passé le premier cap et le premier projet, en fait, qui était de faire la scope. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on faisait derrière avec ça? Est-ce que juste on se satisfaisait de faire une production pour prendre des salaires? Ou au contraire, est-ce qu'on répondait à la demande des clients qui était croissante? Ou est-ce qu'on allait encore même plus loin et on développait le concept et on créait d'autres fournis? Il y avait plusieurs choses qui étaient possibles. Et cette vision, eh ben, on n'en avait pas beaucoup parlé en fait. Hein. Donc, c'est sûr qu'une fois que le projet était parti, qu'on était tous dans le bateau, c'est quelle vision commune trouver quand on est sept en équivalence de pouvoir? Ben, ça a été quelque chose de difficile et peut-être un peu le talent d'Achille. Je me rappelle de réunions quasiment interminables et finalement assez pénibles, voire chiantes, sur qu'est-ce qu'on veut. Alors donc, eh ben ouais, on veut pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes besoins. Euh, et en fait, faut faire attention, c'est que aussi les tensions interperso ont un impact là-dessus. C'est-à-dire que si en fait j'aime pas un collègue ou si ouais, c'est en fait ça a un impact après sur tout ce que je dis dans mon réunion. Donc du coup, je suis quasiment sûr qu'il y a un impact en fait des tensions interperso sur ce genre de réunion. Et donc ça, faut quand même le mentionner. Pour le côté positif quand même, c'est quand même aussi une période où on embauche encore des gens. Et en fait, la répartition opérationnelle du travail en fait, se fait de manière hyper efficace, de plus en plus efficace. Ce qui fait que à la fin, on arrive à, comment dire, en termes d'entreprise, en termes commercial, on arrive à quand même quelque chose de méga efficace. Vraiment, par rapport à la volonté conventionnelle, on arrive sur des marges supérieures. C'est-à-dire que on travaille moins, mais on gagne plus, si vous voulez. C'est quand même, voilà. Donc, il y a quand même ces deux choses en parallèle, quoi, et qui coexistent. Donc, il y a le côté humain, gouvernance, quand même, qui est pas évident. Et en même temps, bah, le boulot se fait régulièrement. Donc, j'y est quand même pas mal sur le développement. Et en fait, on essaye, on discute quand même pas mal de fois. On y a passé des dizaines d'heures. Comment on développe? Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on essaye de tenter un truc pour développer? Donc, une décision importante, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de prendre un deuxième local pour développer le lieu. Et donc, on fait une décision donc, emblématique. Donc, la gestion par consentement, c'est l'outil de base hein, pas de l'holacratie, mais enfin bref, de ce qu'on a appris avec l'UDN. Et donc, on arrive à faire une gestion par consentement où on décide de prendre un deuxième local pour se développer. Donc, Champagne, etc. Voilà, super. Mais il se passe rien tout après. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas défini de leader. Donc, en fait, c'est une sorte de paroxysme de superficialité dans la décision, dans le sens où finalement, on est content d'avoir pris une décision. En fait, c'est que du vide, quoi. C'est du creux. Mais par contre, dans les faits, ça nous coûte quand même 36 000 euros, dans le sens où on a un bail à payer de 3 ans. C'est-à-dire qu'on est capable de jeter 36 000 euros par la fenêtre. C'est certainement une utilité, on va dire, humaine, mais en tout cas, on a fait ça, quoi. On a fait ça et ça, c'est quand même dur, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Tension interpersonnelle. Après, en parallèle, on améliore quand même aussi tout ce qui est, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on bosse un peu moins.
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait en Bah, innovation sociale? Oui, on Le était salaire au besoin, oui, peut-être, non? oui. Ah oui, on fait un peu des buzz internationaux sur tout ce qui est, voilà, on essaie d'améliorer notre confort aussi, voilà, donc travailler moins, travailler mieux, et donc des trucs quand même importants, c'est quand même cette histoire de salaire au besoin, peut-être non? c'est On ça. avait mis en place le salaire au besoin. Il y a eu aussi, peut-être juste un peu avant, on commence à avoir des personnes qui s'en vont. Et donc, il y a des nouveaux qui arrivent aussi, et qui arrivent dans un moment qui était assez conflictuel, en fait. Et bah, c'est pas facile, en fait, d'accueillir des gens dans une organisation quand déjà à l'intérieur, l'équipe est en conflit, parce que les gens vont prendre parti sans exactement savoir. Donc là, il y a tous les mécanismes persécuteurs, sauveurs, victimes qui sont bien affûtés et bien aiguisés et qui sont bien là, en fait, hein. Voilà, et ça crée quelque chose au niveau du collectif qui est pas forcément très agréable à vivre et qui est très fatigant, en fait, qui est usant. Il y a pas il y a pas la tenue, il n'y a pas beaucoup de sécurité, en fait, dans ce groupe. Et bon, on avance quand même, on met beaucoup d'énergie et du courage. Et en effet, à un moment donné, on lance des différentes idées comme le salaire au besoin, qui est un point hyper chouette de cette vie d'entreprise, où la question, c'était de quel salaire ai-je besoin pour travailler dans cette entreprise? On aurait pu dire pour être à l'aise dans cette entreprise. Et donc, on décide de faire cette expérience. Il y a 6 personnes je crois qu'il n'y a que les associés salariés, ouais, ouais, c'était que les associés salariés qui y participent. Euh, et, et parmi les 6 associés salariés, il y en a 3 qui demandent rien, je crois, et puis il y en a 3 autres qui demandent des augmentations qui étaient de l'ordre de 500 euros, de 150 à 500 euros net par mois. Et, on acte ça pour les 6 prochains mois, donc 6 mois suivants, le salaire tombe, et puis on n'en reparle pas. Et puis au bout de 6 mois, comment dire, on est arrivé à échéance de la première décision. Et là, il y avait la possibilité soit de recommencer une série enfin une période de salaire au besoin avec peut-être d'autres personnes, d'autres salaires, ou de changer, de faire complètement autre chose. Et en fait, c'est parti sur autre chose. On est revenu à une grille salariale avec un salaire fixé en fonction d'un cercle de pouvoir, d'un niveau de pouvoir. Donc, en gros, les boulangers vendeurs sans rôle transverse, le premier cercle opérationnel, c'est-à-dire boulanger vendeur avec un rôle transverse, et puis un autre cercle de pouvoir, les associés salariés. Et il y avait 3 niveaux de salaire. Voilà, je reviens à ça. Il nous reste 15 minutes. Qu'est-ce qu'on a aussi à ce moment-là? Bah, donc on continue hein, les réunions usantes, inefficaces et frustrantes. 2 points importants. Je vais parler de la violence physique qui peut arriver quand il y a des tensions non gérées dans un groupe. Donc nous, par exemple, avec Gilles, on s'est pris la tête plusieurs fois, mais on a même failli revenir au nom. Bon, maintenant on en rigole. Euh, et donc, on avait aussi eu un cas d'une personne qui était vraiment, je dirais, une personne très calme d'apparence. Et le fait d'être dans un groupe, dans une décision, à un moment, ça lui convenait pas. Et finalement, on avait mis tous les process en place pour exprimer les tensions, voilà, vraiment essayer vous voyez, vous mettez en place une charte, un cadre de sécurité, enfin tout ce qui va bien pour dire, en fait, on veut travailler en sécurité. Et donc, le mec, à un moment donné, se lève et il massacre sa chaise de réunion en la balançant par terre en disant, en gros, vous me faites tous chier, je vous mettrai au prud'homme, enfin des choses complètement surréalistes. Donc, en fait, on se retrouve un peu à tomber de notre chaise, sans mauvais jeu de mots. Et on se dit, mais à quel moment enfin, moi, je me dis, en tout cas, à quel moment j'ai merdé, quoi. Donc, tout ça, moi, personnellement, ça m'amuse, parce qu'en fait, il y a cet idéal, en fait,
de démocratie, pas de relation de pouvoir. Voilà. Et en fait, en vrai, c'est un échec sur certains aspects. Euh, donc, moi, au bout d'un moment, enfin, quand même, je me dis, il faut traiter cette histoire des tensions interperso. Je crois qu'en parallèle, il y a le confinement aussi en 2020 ouais, qui vient un peu remuer le couteau dans la plaie parce qu'il y a des gens qui disent oui, ben moi, je m'en fous, on peut fermer la boulangerie, je m'en fous, voilà, alors que certaines personnes disent bah non, il faut qu'on soit ouvert. Enfin, vous voyez, ce genre de truc qui fracture un peu un groupe. Donc il y a des départs, il y a quand même deux départs, Grégoire et Nicolas qui s'en vont. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à un moment donné, moi, je m'en vais. Hein, c'est-à-dire, du coup, je prends un congé sabbatique et je vais me former à la CNV parce que je me dis, bah, c'est certainement ça qui va sauver le monde. Et donc, il faut absolument être formé en CNV pour coopérer dans un groupe, sinon ça se passe mal. Donc, du coup, je bosse mon développement personnel. Et du coup, bah, on essaie de traiter nos tensions interperso. On fait un process d'ailleurs aussi, je crois, d'exclusion enfin, un process de gestion des conflits. Enfin, voilà, enfin, toutes les briques de l'UDN, on essaie de les mettre en place en disant que ça va nous aider. Et donc, sur la fin, je crois qu'on fait des médiations avec Semaoui. Voilà. Et après, moi, je crois que j'en ai marre. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Oui, j'essaie de lancer un processus d'exclusion sur toi et ça marche pas. Et du coup, je me casse. C'est ça, hein? Ouais, peut-être en fait, oui, il y a eu un processus d'exclusion sur moi et puis bon, puis Cédric est parti derrière en fait, bon, euh, mais bon, comment dire, c'était rigolo cette phase enfin c'était rigolo, c'était intéressant cette phase de CNV. J'ai fait la formation aussi parce qu'un jour Cédric m'a dit de toute façon, je parle plus avec toi parce que tant que tu n'auras pas suivi la formation CNV. Avec, je sais plus comment elle s'appelle, la prof. Ça, c'est elle. Non, non, Véronique Gaspard. D'accord, bon, enfin, bref. avec Véronique Gaspard. Donc, je suis allé à Versailles faire la formation à CMV. J'y croyais à fond. Hein, Je regrette cette phase. Je regrette d'avoir obligé quelqu'un à faire une formation. et en fait, non, mais moi, j'étais très content. C'était aussi du développement personnel. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette formation. Et après, en rentrant, bah, on a fait encore des médiations. Et bon, bah, une fois de plus, quoi, vous apprenez des choses, des processus de gouvernance partagée ou de CNV, et ça suffit pas pour trouver les bons accords entre différents êtres humains. Enfin, ça suffit pas pour gérer le PFH, le facteur humain. Le putain de Le putain de facteur humain. Bon, donc Cédric, à un moment donné, quitte l'entreprise et ben, je me suis dit, bah, tiens, ça y est, je vais avoir un espace là, puisque un leader part. Il y avait quand même beaucoup, peut-être comment dire, on l'exprimait pas, mais en fait, il y avait beaucoup de conflits de pouvoir à l'intérieur de cette structure. Et le fait que Cédric parte, je me suis dit, bah, tiens, bah, c'est bon, je vais peut-être prendre place, en fait, et puis emmener le groupe vers quelque part. Et je crois qu'en fait, l'histoire bah, nous montre que non, en fait, parce il y avait d'autres personnes qui avaient déjà fait un boulot aussi de leur côté pour pouvoir prendre le pouvoir. Et finalement, bah, après toutes ces années de conflits, j'étais complètement usé et comment dire, les conflits naissants avec les autres un peu plus jeunes, profil plus jeune de la boutique, en fait, là, j'ai pas pris, en fait. Et quelques temps plus tard, j'ai aussi décidé de partir avant de refaire un burn-out que j'étais en train de sentir venir. Waouh. Oui, c'est intéressant. L'expérience du burn-out fait que tu sens venir le prochain, donc ça aide. Ah ouais. Du coup, Ah bah là, ouais, ouais, c'est ça. Donc, j'ai décidé de partir avant d'exploser. Et donc, en ce qui me concerne, je suis reparti. Ça faisait un moment, de toute façon, que je voulais emmener le groupe vers la création d'un autre fournil et que je n'avais pas réussi. Et ça faisait un moment que je cherchais un local. Donc, le pain des cairns et finalement, j'ai trouvé un peu plus tard un local.
Et donc, j'ai fait un appel à associés salariés pour créer une entreprise avec moi, une société coopérative. Là, j'ai pris soin d'écrire le projet, j'ai pris soin de l'expliquer, de le modifier. Et j'ai fait ça avec un coach. J'ai dépensé de l'argent, pour ça, à peu près 3 500 euros. Finalement, il y a une personne qui est partante pour créer le Haber du Pain en scope avec moi. On a fait tous les travaux ensemble. Et au moment de démarrer l'entreprise, il a abandonné. Waouh. Voilà. Donc là, la boutique est partie. C'est une société coopérative et bon, bah, l'aventure avance. Il y a 3 salariés dedans et tout est à construire avec l'expérience que j'ai acquise au sein du pain des Cairns et toujours avec la même envie, c'est de travailler ensemble d'une manière avec du pouvoir des responsabilités partagées et pas en système hiérarchique, pas avec cette forme de domination qui entraîne une forme d'exploitation, voire une forme d'oppression. Voilà, de trouver un autre équilibre. Et bon, bah, m'y attelle pour l'instant. Ok, bah merci. C'est bien, du coup. Alors, juste en termes de conclusion, en termes d'apprentissage, est-ce que tu es arrivé là-dessus ou pas? Ouais, alors je vais juste Ouais, dire que vas-y. quand je suis parti, mais ça rejoint ce que tu amènes. Moi, du coup, depuis, donc j'ai bifurqué sur l'extrême inverse, dans le sens où je suis parti sur la notion de revenir à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe, bah, une SARL, qu'est-ce qui existe, et la hiérarchie, et ben je vais aller là-dedans pour voir ce que ça fait. Ça fait 2 ans et demi, je suis très content d'être allé dans cette voie parce que là, j'avais besoin d'action, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de décider. Donc du coup, je suis allé vers ce qui me plaît, c'est-à-dire euh, avoir le pouvoir, en fait. Voilà. Donc, je le dis maintenant. J'assume maintenant ce côté patron. Je gère des merdes comme un patron. J'embauche des gens. Je les exploite dans une certaine mesure, oui. Mais en fait, bah, voilà, c'est très classique. Mais j'essaie de pas devenir un sale con. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'ai des bons retours. Donc voilà, enfin voilà, je suis parti vraiment sur l'opposé et je verrai bien où ça me mène. Mais pour l'instant, j'apprécie, c'est quand même beaucoup mieux à mes besoins. Même si en fait, je suis sur un projet où il y a une rentabilité économique beaucoup moins importante, je gagne moins d'argent. Voilà, c'est pas forcément tous les jours facile, mais par contre, humainement, je suis au boulot, j'ai pas le boulot au ventre, quoi. J'ai une grosse énergie là-dessus. Et du coup, ce qu'on retient en 2023 du Paris-Cap, enfin, les retours qu'on a, parce qu'on a quand même encore des liens avec eux, c'est qu'en gros, bah, tout va bien au niveau économique. Ils font des investissements, ils développent. Voilà, depuis qu'on n'y est plus, ça va bien. Bon. C'était peut-être nous le problème. Très peu de turnover, parce qu'en fait, quand les gens y sont, globalement, bah, ils s'en vont pas, parce que c'est tellement bien que bah, pourquoi aller ailleurs. Ils fiabilisent en permanence le fonctionnement. Donc, en fait, ça devient une sorte de modèle d'organisation. Quand vous allez faire un stage au Paris Cairn, il y a un côté impressionnant dans l'organisation du travail qui fait presque peur d'ailleurs. Le seul point un petit peu négatif qu'on nous ramène, c'est qu'en fait, bah, le développement, c'est pas forcément évident. Que voilà, bah, les petits en groupe, c'est pas forcément facile. Et puis, il n'y a pas forcément de reconnaissance des compétences des gens. Ça fait un petit côté, tout le monde est pareil, quoi. Sachant que ce que je dis, ça serait à vérifier en refaisant une enquête aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est aussi mon interprétation. Mais en tout cas, voilà, peut-être une non-reconnaissance des leaders qui font vraiment avancer la boîte, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Pour terminer l'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enseignements que vous tirez en fait de cette aventure? Moi, l'enseignement que je retiens de cette aventure, c'est qu'il y a des leaders dans un groupe. Il y a, il y a toujours un rôle source à l'initiative, surtout quand qui a plus ou moins d'impact selon l'importance de l'initiative.
Et ce que j'ai pu retenir, c'est on n'a pas assez passé de temps pour sécuriser cette source, la reconnaître et elle-même peut-être l'aider à l'assumer si des fois il y a besoin. Mais ce que je pense réellement, c'est que je retiens que c'est important que le leader s'assume et qu'il soit reconnu par l'ensemble du groupe. D'accord. Merci. Et toi, Cédric? Moi, ce que je retiens, c'est la différence entre l'idéal, le fantasme et puis la réalité d'une entreprise. Il faut quand même rappeler qu'on est sur un secteur, la boulangerie, qui est, on n'est pas dans le domaine de la formation et du coaching, hein. Du coup, voilà, moi aujourd'hui, je gagne le SMIC. Euh, on a pu développer la gouvernance partagée selon moi parce que aussi, il y avait une très bonne santé économique. Et donc, ça fait partie des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué pour moi de faire ça dans mon entreprise parce qu'en fait, ça marche bien économiquement, mais c'est pas non plus la grande fortune. Donc, moi, je reste très sceptique finalement sur, j'y ai cru et je deviens très sceptique sur la gouvernance partagée et tout ce qu'on nous dit dans les bouquins de management. En fait, bah, la réalité, c'est que voilà, dans notre domaine, une entreprise, voilà, il faut déjà qu'elle gagne de l'argent. Et ensuite, et ben, sur la gouvernance, ben, pourquoi pas essayer des choses, mais oui, on peut très facilement se brûler les ailes là-dessus. Enfin, moi, clairement, c'est exactement ce qui m'arrive. Et donc, il faut être formé quand même un minimum à, à l'humain, quoi. Moi, j'ai vécu ça comme une énorme expérience de développement personnel. Mais bon, waouh, quoi, c'était une sacrée aventure, quoi. C'était difficile. Le résultat est exceptionnellement bien. Et ça a certainement fonctionné pendant des années comme ça, mais c'est chaud en termes de chemin, quoi. Voilà. Non. Ok, ok. Ben, merci à vous pour tous ces éléments et de vous être prêté à l'exercice. Jean-Luc, Lucie, Damien, Odile, c'est le temps de. Voilà, j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez envie voilà, quelles sont les questions que vous avez envie de poser à Cédric et à Gilles? Ouais, On lève la main quand on a. Voilà, super. Oui, Jean-Luc. ouais, je vais démarrer. Euh, donc, dans ce que j'ai entendu là aujourd'hui, vous attaquez en disant qu'il y avait certaines personnes qui sont rentrées clairement en double jeu, en conscience dans la structure, qu'il y a eu ensuite quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'est noyé dans des relations compliquées, mais on ne sait pas trop si c'est un symptôme de ce qui se passait ou si c'est ça qui a posé des soucis. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est en quoi ce que vous avez appris dans les années pain des cairns, ça change votre posture dans votre rôle d'aujourd'hui? Bah, quand tu dis double jeu en conscience, je sais pas ce que ça veut dire parce que moi je pense pas qu'il y a de double jeu en conscience. Il y a des gens qui arrivent avec leurs capacités, ils font ce qu'ils peuvent. Alors moi, en fait, je suis persuadé que les gens font Ça a leur été dit au début de l'enregistrement, hein, donc je peux pas te dire ce que c'est pas moi qui l'ai dit. Je répétais là. dit double jeu en conscience. Double jeu en tout cas, ça a été dit. Oui. C'est pas quelle différence, c'est moi. J'ai dit double jeu. Alors peut-être, je vais peut-être préciser ça. En fait, euh, c'est peut-être notre interprétation du truc en fait, parce que tu as des gens qui arrivent en disant oui. Ça me dérange pas de bosser sans patron, mais c'est vrai que peut-être que moi, si j'allais dans une entreprise et qu'on me disait ça, je dirais certainement oui, j'ai envie. En fait, on savait pas vers quoi on allait. Et en fait, les autres non plus. Donc, en fait, c'est compliqué de mettre une intention derrière tout ça. Peut-être qu'en fait, il n'y avait pas d'intention malveillante, tu vois. Voilà. Donc, moi, ce que ça m'a appris pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, je fais gaffe à mon recrutement et je fais gaffe à la culture d'entreprise. C'est-à-dire que du coup, euh, bah, après, c'est plus facile quand tu as le pouvoir, évidemment, mais du coup, maintenant, je recrute que des personnes où je sais que ça va bien se passer. Je fais des périodes d'essai. À l'époque, quand on embauchait des gens au pain des on faisait pas de période d'essai. Voilà. Par exemple, on embauchait des gens parce qu'ils souriaient ou parce qu'on avait un bon feeling. Donc, moi, c'est ça que ça change, en fait. C'est vraiment opérationnel. C'est, je veux mon tour de personnes qui me conviennent humainement et qui sont complémentaires. Donc, ça a un impact sur le recrutement et
être le gardien d'une culture d'entreprise et pas la lâcher. C'est-à-dire que du coup, il y a des choses en fait qui sont importantes pour moi dans le projet que j'ai créé. Je veux pas les lâcher. Et si quelqu'un est pas d'accord avec ça, ben en fait, ciao quoi. Voilà. Il y avait, en tous les cas, ce qu'il y avait au sein du pain des Cairns, il y avait des investissements, un investissement qui était différent au niveau de la gouvernance partagée en fonction des personnes, et pour autant, on était tous présents. Quand on faisait des réunions, certains étaient à fond dans l'apprentissage et à chercher la posture, d'autres étaient en train de faire des petits gribouillis sur leur chaise, en fait. Donc, il y a quand même eu cette dissonance, en fait. Peut-être pas double jeu, mais en tous les cas, il y avait quelque chose qui était pas très sain, dans le sens que certains, on le voyait, avaient pas forcément envie d'apprendre cette gouvernance partagée, et pour autant, ils étaient à l'intérieur, ils faisaient partie des réunions, et ils participaient aux réunions, ils étaient là, et nous, ben, on constatait et on n'arrivait pas à n'a pas pris la décision non plus de dire bah, ça ne le fait pas en fait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de malsain qui a été comment dire, nourri et sans dire encouragé, mais en tous les cas maintenu. Quoi. Et Qui n'a pas été traité, qui n'a pas été traité, ouais. Et moi, ce que j'en retiens, encore une fois, c'est que gouvernance partagée, autre structure, il y a un leader, et le rôle source, il est fondamental. Donc aujourd'hui, au sein du Haber du Pain, j'essaye de tenir ça, en fait, de tenir mon rôle source, initiateur de ce projet, et de ne pas tomber dans la hiérarchie qui m'intéresse pas, en fait, dont j'ai pas du tout envie, et c'est pas la même chose, en fait. Et c'est de trouver cette posture, mais la difficulté, c'est certainement chez moi qu'il faut que j'arrive à affiner ça, à affiner cette posture de rôle source et pas de rôle de patron hiérarchique tel on le vit dans toutes les entreprises et en plus de ça avec notre société patriarcale. Ok. Pour compléter, juste pour la répondre, ce que ça a changé aussi chez moi, c'est le côté affectif. C'est-à-dire, du coup, avant, quand j'allais au travail, je voulais surtout pas avoir de conflit avec les autres. Je voulais globalement qu'on m'aime, quoi, qu'on me fasse des signes de reconnaissance. Et aujourd'hui, je viens pas au travail pour ça, en fait. Voilà. Je viens au travail et en fait, si quelque chose ne me convient pas, je le dis sans avoir l'arrière-pensée derrière de ah, mais qu'est-ce que ça va générer chez la personne? Alors, ça veut pas dire que j'ai pas d'empathie, mais en fait, j'ai quand même réduit mon niveau d'empathie de manière en fait à pas tout le temps me dire ah, purée, si je dis ça à la personne, si je lui demande ça, si ça se trouve, ça va la gêner. Enfin, tu vois, ce genre Elle de va truc qui fait refuser. que donc ça, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Euh, et j'essaye aussi de le transmettre dans la culture sur trois domaines, notamment sur la communication et notamment mettre en fait, l'esprit d'équipe et la notion d'équipe en haut de la hiérarchie des valeurs dans l'entreprise. C'est-à-dire que on peut avoir toutes les compétences qu'on veut, mais en fait, ce qui va compter, c'est l'esprit d'équipe et la capacité à se faire des demandes. C'est-à-dire qu'il faut que la communication soit parfaite enfin qu'on tende vers ça. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il réponde. Il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non, il a le droit de dire je sais pas, tout va bien. Et après, on essaye de danser avec ça, quoi. Voilà, c'est tout. Et après, bah, moi, c'est sûr que c'est un peu plus facile pour moi parce que j'ai le pouvoir, mais je trouve que ça marche vachement mieux, quoi. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire sur le côté affectif. Lucie, Damien, vous avez des questions? Moi, pas de questions directement, mais vraiment un grand merci à tous les trois de ce témoignage. C'est très, très riche, hein, Hmm. et ça me donne vraiment envie d'écrire ce cas du pain des Cairns avec cet angle-là, que les outils, dans ce que vous avez dit, que les outils, holacratie, gouvernance cellulaire, même CNV, ne sont pas une panacée pour créer des organisations humaines, des organisations. Mais ce qui va compter, moi, c'est comme ça que j'entends ce que vous dites, c'est le travail des leaders. C'est que je sens que chacun d'entre vous, ou deux, vous avez vraiment fait un chemin sur votre identité de leader.
Et on voit qu'à l'arrivée, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Au départ, vous n'étiez pas au même endroit, mais vous ne le saviez pas. Mais arrivé, vous n'êtes pas au même endroit, mais tous les deux, vous avez cheminé pour devenir des leaders au sens de Batson, ou plus écologique, tu vois, où c'est plus écologique pour vous et pour votre écosystème, pour vos salariés, pour vos partenaires, parce que vous assumez plus le leader que vous voulez être. Et ma question, alors si j'ai une question, c'est finalement avec le recul, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et est-ce que vous pensez que les deux leaders que vous êtes, par rapport à votre identité de leader d'aujourd'hui, vous seriez en capacité de construire une entité et d'assumer un co-leadership pour créer une aventure entrepreneuriale ou pas. Semble. Si c'était à refaire, avec ce que vous êtes maintenant, Avec ce qu'on est maintenant, si c'était à refaire, faire un truc. si vous aviez à revivre, si vous aviez à revivre cette situation et avec ce que vous êtes maintenant, vous vivriez pareil ou vous pourriez. Non, moi, j'arrête tout de suite. Hein. Je veux dire, je m'étais là immédiatement. Quoi. Moi, Moi, j'aurais pas la même intention. Enfin, voilà. Alors moi, pour répondre à la question, j'ai prévu de le faire. Voilà. J'ai prévu de refaire un pain d'équerre sans la gouvernance partagée un jour. Je suis pas con. Mais voilà. La barre est assez haute, mais je pense que c'est jouable. J'ai prévu de transformer cet échec en un truc qui permet un développement, en fait, qui permet un truc qui se développe. Voilà. Par contre, je sais que je le ferai pas seul. Je le ferai avec une personne en qui j'ai confiance, qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai eu une période d'essai de 6 mois. Enfin, voilà, quelque chose de, de classique, en fait, de très classique, mais qui me convient. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question pour toi, Gilles. Quelle différence tu fais entre, tu l'as dit tout à l'heure, entre rôle source et management classique? Enfin, où est-ce que tu, non, j'ai besoin de c'est deux clarifier choses différentes. voilà, comment tu qualifies la différence entre un rôle source assumé et un rôle hiérarchique assumé? En fait, le rôle source, ouais. Puis le rôle source, en fait, il est à l'initiative de l'installation de quelque chose. Et quand on fait ça, quand on prend une initiative, en fait, on le fait avec nos valeurs, on le fait avec nos tripes, on le fait avec notre cœur, on le fait avec notre âme aussi, et on vient faire quelque chose qui est imprégné de notre soi, en fait. Et, euh, et à mon sens, ça doit être respecté. Et le rôle source, il va incarner ça, c'est-à-dire que du coup, ça va lui donner un certain pouvoir, une certaine responsabilité aussi. Mais notamment, si vous êtes la source de l'installation d'une entreprise, derrière, cette entreprise, elle a certaines valeurs que vous mettez en place. Bah, le rôle source va être le garant de ces valeurs-là. Il va être le garant de l'esprit entrepreneurial. Il va être aussi le guide. Voilà. Donc, il va être un dépositaire de tout ça. Et en même temps, le rôle source, il faut qu'il voie qu'à un moment donné, il va devoir transmettre tout ça à quelqu'un. On ne sait pas quand il en aura marre, quand il partira de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'en est pas le propriétaire. Donc, il faut qu'il fasse attention. Je crois, c'est là que se distingue en fait plus le rôle source du rôle patron, justement, tel que je le vois au niveau de la différence, en fait, parce on peut voir d'autres choses. Mais le patron étant propriétaire, il va le faire. Il va faire tout ça avec l'état d'esprit qu'il est le propriétaire, qui va transmettre ça soit à ses enfants, soit revendre l'entreprise. Alors que le rôle source, selon moi, il est dépositaire et à un moment donné, il va transmettre. Donc, il faut déjà qu'il travaille avec l'esprit qui va transmettre ça à un commun, à d'autres personnes. Donc, ça doit positionner aussi son rôle d'une autre manière. Mais il est juste dépositaire des valeurs du rôle entrepreneurial et le guide de l'évolution. Et en rien, il est propriétaire de tous les processus de l'entreprise. Il a son mot à dire sur tous les produits qui sont fabriqués. Par exemple, moi, je n'interviendrai pas si un jour il y a une personne qui veut transformer le pain au chocolat en pain au chocolat cranberry. Ben, c'est pas
bon rôle source qui va pouvoir dire, ben oui, on fait ou non, on fait pas. Ça se situe à un autre endroit. Mm. Est-ce que ça franchement Ouais. une question? Moi, j'entends la notion de transmission et la notion de il n'a pas à intervenir sur l'opérationnel pour un contrat. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ok. Est-ce que quelqu'un. Oui, Jean-Luc. Ouais, bon, déjà, merci, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. Euh, je sais pas si c'est parce que c'est la deuxième fois ou si c'est parce que votre discours s'est affiné, mais c'est beaucoup plus clair que la dernière fois, je trouve. Je retiens dans les changements que vous avez faits, que vous réinvitez des facettes du leader, en fait. Il y a un rôle source, il y a un rôle leader et c'est fondamental. Je me donne moins de limites liées à l'empathie. Je suis gardien de la culture d'entreprise si ça ne va pas, ciao. Et puis, je mets en place un mode de fonctionnement dans l'équipe avec un circuit des demandes où on est solidaire, on s'entraide. Et je me demande s'il y a des choses que vous ne réinvitez pas du rôle du leader. Là, vous avez nommé qu'est-ce que vous réinvitez dans votre posture du rôle du leader hiérarchique. Est-ce qu'il y a des choses que vous laissez à distance? Oui, par exemple, le paternalisme. C'est-à-dire, concrètement, Le paternalisme, moi, ma vision du paternalisme, c'est, tu vois, infantiliser les gens en leur disant vraiment, je sais pas, tu vas les surprotéger, tu vas leur dire, enfin, je sais pas, c'est vraiment une posture, moi, que je déteste, hein, parce que du coup, les patrons paternalistes, je pense que j'en ai eu et ça m'a saoulé. Donc, ça, par exemple, moi, j'essaie de pas inviter cette facette-là, ouais. En essayant de traiter les gens comme des adultes, même s'ils sont jeunes, hein, voilà, même si ils sont vieux aussi d'ailleurs, pas se mettre dans une posture, tu vois, générationnelle. En fait, le mec, il a 60 ans et s'il fait un truc qui me convient pas, j'essaie d'avoir la même posture que si c'est une personne qui a 18 ans. Alors évidemment, je vais peut-être mettre un peu plus les formes, mais voilà, par exemple, le paternalisme, non, quoi. Merci. Moi, j'avais peut-être une remarque sur ce que ça m'inspire. Merci, hein, bon, moi j'ai pas fait la première, mais du coup c'était très clair. Euh, j'ai l'impression que quand vous marquez ce décalage là, ce gap entre bon oui, il y a le papier, il y a les formations qu'on a eues et puis il y a la réalité et c'est clairement pas pareil et c'est difficile. Je me demande s'il n'y a pas une phase de digestion en fait, parce que du coup, en quelques années, en 5 ans, vous avez emmagasiné beaucoup finalement de formations et que bah oui, ça c'était la théorie et qu'en fait, il fallait des exemples concrets aussi pour savoir bah, qu'est-ce que ça allait donner en pratique et que bah, le pain des cairns version 1, 1 et 2, on va dire, a permis ça aussi. C'est que du coup, il y avait un temps de digestion pour s'approprier toutes les formations que vous avez reçues qui, jusqu'à présent, restaient de la théorie, en fait. Ah oui, je crois en effet que le facteur temps, il a joué son rôle. Et des fois, en fait, on prenait pas assez de temps, Mm, on se donnait pas assez de temps pour vivre les choses. mm, Il y avait quelque chose qui pour moi était pas facile à vivre. C'était que souvent l'UDN nous disait, de toute façon, vous pouvez créer la gouvernance que vous voudrez, vous pouvez changer les règles comme vous mm. voulez. Ça fait que l'une des conséquences de ça que je voyais, c'était on pouvait passer une journée pour prendre une décision en GPC. Et en fait, on sentait que dans ceux qui votaient, à un moment donné, que bah, de toute façon, c'est pas grave, je peux dire oui, enfin, je peux ne pas faire d'objection, comme ça se termine. Et dans tous les cas, de toute façon, je peux revenir assez vite sur la décision puisqu'on a le droit de changer les règles. Et souvent, il y a des décisions qui étaient prises un jour et puis une semaine après, 2 semaines après, il y en avait déjà un qui, parce qu'il trouvait que ça le contraignait un petit peu ou qu'il sentait quelque chose de désagréable, notait qu'il remettait en question le point qu'il voulait faire autrement. Un autre exemple qui est plus marqué aussi sur le fait que, je crois, on ne s'est vraiment pas toujours donné assez de temps pour vivre tout ça, c'est Mm. l'expérience du salaire au besoin. 6 mois sur une expérience comme ça pour qu'après elle s'arrête et qu'elle tourne enfin, qu'elle s'arrête, et c'est ça, et que ça devienne une grille salariale d'entreprise assez classique. En fait,
Enfin, pour moi, c'était une expérience, si on voulait vraiment la vivre pleinement, pour voir vraiment ce que ça nous est, il fallait la vivre 4 ans, 5 ans. Et voilà. Donc, c'est allé vite, en fait. Mm. Donc, la digestion n'a pas été simple. Mm. Ouais, c'est vrai. Oui, je partage ce point de vue. C'est hyper compliqué de faire une formation, d'appliquer tout de suite, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont quand même très personnelles. Donc oui, oui, c'est dur à digérer. Et puis je pense que Il quand y du avait coup trop de c'est gluten dans nouveau. la formation, j'ai trouvé. Et, et quand c'est nouveau, bah, on a envie de faire bien les choses un peu scolairement, j'allais dire, en tout cas comme on nous les a enseignées, quoi, j'imagine. Oui, bah, on veut être scolaire. Moi, je suis quelqu'un d'assez scolaire, voilà. Après, ce que je voulais rajouter, peut-être aussi dans les... Parce qu'en fait, on nous a souvent demandé, et on nous demande encore, en fait, c'est cette phrase, est-ce que ça marche? Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Voilà. Donc moi, je voudrais juste ajouter qu'il faut définir avant qu'est-ce que ça veut dire ça marche. Donc en fait, maintenant, quand on me dit est-ce que ça marche, je dis en fait, ça veut dire quoi pour toi ça marche? Est-ce que ça veut dire on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que ça veut dire les gens bossent 25 heures? Est-ce que ça veut dire en fait voilà, moi personnellement ma vision en fait de qu'est-ce que ça veut dire que ça marche, c'est quand la santé mentale des personnes dans une entreprise est ok quoi. Voilà. Mm. C'est c'est ma vision, mais je dis, voilà, il faut se mettre d'accord sur les mots avant, parce que sinon, aujourd'hui, en système capitaliste, ça marche, ça veut dire que ça génère du fric, quoi. C'est une façon de répondre à la question de Damien en disant, bah voilà, quel est le leader que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es un leader qui considère que ça marche quand la santé mentale dans ton entreprise est au, Et la mienne aussi. que la santé mienne, mentale oui. dans l'entreprise et la mienne en premier, ça va bien. Ok, ok. Ah, c'est bien ça. Ah, mais c'est une bonne définition. Et voilà, on parle des indicateurs extra-financiers de Alma, on devrait leur proposer ça en fait. Si- Mm. Je sais pas si ce qu'il y a bon. On arrive au bout. S'il y a encore une question, on la prend, puis après on fera un petit tour. Je pense que c'est important que Cédric et Gilles puissent repartir aussi. Ils nous ont beaucoup donné, mais que nous, on puisse leur dire bah, qu'est-ce qu'ils nous ont donné autour de ça, qu'est-ce qu'on retient. Donc, une dernière question, et puis après, on passe à une cristal, enfin, voilà, ce temps de synthèse et de retour qu'on peut leur faire. Quelqu'un a une question? Ah oui, Jean-Luc. Ouais, si personne n'en a. Moi, je veux bien entendre Gilles sur qu'est-ce que je garde pas du manager hiérarchique. Ah, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je garde pas? Manager hiérarchique. Non, toi, t'as pas le droit de. Non, t'as pas le droit de souffler. Il a des- T'as oublié le truc, toi. Mais Cédric me connaît bien aussi, donc T'as soufflé la bonne chose. oui. Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi il faudrait que je me libère en fait? Parce que c'est encore une fois, c'est un chemin, je suis pas forcément, mais en effet, un lâcher prise plus important du manager hiérarchique, ça me paraît fondamental d'arriver à faire ça dans ce type d'organisation en tous les cas. Donc le contrôle en fait partie. Euh, voilà, je vais essayer de lâcher ça en tous les cas. Ok, merci. Super, merci. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, ben, quand on est prêt, donc Damien, Jean-Luc, Lucie et moi, pouvoir dire à Cédric et Gilles pourquoi, ben, qu'est-ce qu'on a retenu et pourquoi on les remercie en fait de ce de ces témoignages. Ok, je commence. Moi, ce que je retiens, c'est l'hybridation, en fait. C'est que vous n'avez pas eu un problème de mauvaise personne. Euh, vous... et au final, vous arrivez à un truc que vous hybridez d'une manière très, très différente tous les deux. Euh, et donc, je retiens qu'il n'y a pas de solution miracle. Un peu, il n'y a pas une solution qui marche et que c'est quelque chose qui s'invente et qu'il faut être capable d'inventer un peu avec un rôle leader source fort. Voilà ce que je retiens. Mm. Hybridation, rôle leader source fort
et puis un côté décomplexé, quoi, que j'aime bien dans votre posture d'aujourd'hui. Je vais faire ça, je vais bien voir ce que ça donne. C'est enthousiasmant. Merci beaucoup pour ce moment. Moi, je veux bien prendre la suite. Comme l'a dit Jean-Luc, moi, c'est la deuxième fois que je vous écoute et vraiment, c'est la clarté dans la narration et avec une très grande authenticité. Et sur un sujet qui est difficile, qui vous a touché identitairement tous les deux et qui a eu des conséquences économiques sur la santé mentale et sur votre identité de leader et peut-être votre identité tout court, votre identité d'homme. Donc, je suis vraiment touché par ça, par cette profondeur dans le témoignage et avec cette question qu'on porte avec des collègues de Grenoble IAE, qui est que sont nos innovations managériales devenues? Et les liens entre l'innovation managériale ou l'innovation en termes de gouvernance et l'identité du leader. Et je trouve que vous, par votre témoignage, vous apportez vraiment un éclairage très, très intéressant sur le fait que c'est très lié. Qui je suis en tant qu'être humain, quelle est mon anthropologie du management, mais mon anthropologie humaine, et comment cette anthropologie, elle va impacter le leader que je suis et l'organisation que j'ai. Et je trouve que vous en donnez en éclairant quelque chose dont on parle souvent pas, on parle souvent de success story, et là, vous ne nous racontez pas une success story, vous nous racontez plutôt l'histoire d'un échec, mais d'un rebond aussi, d'une résilience, enfin, quelque chose qui est dans la complexité, et moi qui me plaît beaucoup. Donc vraiment, merci pour ça. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose avec mes complices que connaît Christian de Félix, qui a été, enfin, qui s'intéresse à ces questions-là. Nous, on a investigué voilà, des choses autour de l'entreprise libérée. Et vraiment, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Et puis quand j'entends Cédric dire, moi en tant que dirigeant, ce qui fait que mon entreprise marche bien, c'est qu'il y a de la santé dans ma communauté de travail, ben, je ne peux que souscrire parce que moi, je suis adhérent ou cofondateur d'une chaire management et santé au travail. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le lien entre le management et la santé. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même un point très, très important à l'heure où il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de souffrance dans nos organisations. Oui. Il y a même un sociologue qui parle de capitalisme paradoxant. Ok. Merci Damien. Merci. Lucie, tu es en capacité de dire où tu es là? Oui, 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 capacité. Quand j'ai pas un petit garçon qui vient me perturber, ça va. Moi, ce que je retiens, c'est en fait déjà que a priori, il faut le vivre pour s'en rendre compte et que vous êtes passé d'univers informatique multinational ou pas d'ailleurs à bah, quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'artisanat, hein, la boulangerie. Donc il faut le vivre pour s'y confronter, qu'on peut changer parce qu'au final, je pense que vous étiez peut-être, enfin moi, c'est ce que je me dis, des leaders en devenir, mais que du coup, bah, il y a eu la mue entre votre vie d'avant, le passage au pain des cairns et votre vie de maintenant, que du coup le leader, bah, voilà, il est il il a éclos, je pense. Et que, bah, je vous remercie parce que je pense beaucoup que dans les organisations, on a besoin d'authenticité et de vulnérabilité pour, se comprendre et là, je pense que c'était un bon combo des 2. Voilà. Super. Merci Lucie. Ben moi, je vais continuer. Moi, j'ai retenu, je crois, quatre choses. Là, j'ai mis ça sur ma feuille. La première chose, c'est que j'ai retenu euh, se lancer dans une démarche de vision commune quand on n'a pas d'historique, quand on n'a pas beaucoup d'outils. Je pense que c'est compliqué. Parce que le premier point, je me suis dit, waouh, effectivement, quand vous avez raconté l'histoire, cette notion de construire une vie commune, et puis et quand les règles du jeu en termes de pouvoir sont pas claires, donc il n'y a pas suffisamment d'historique et d'habitude par rapport à ça. Moi, je retiens que, voilà, je mettrai maintenant une alerte très forte autour de ça. Le deuxième point que je retiens, c'est et qu'on ne vit pas chez Coefi, et je me dis, en fait, ça doit être super compliqué, c'est comment gérer des niveaux d'investissement et d'engagement différents dans une aventure telle que celle-ci, parce que moi, je peux tout à fait comprendre quand on est salarié, on vient aussi sans forcément bosser comme un malade, etc. Et c'est acceptable dans un groupe. Et qu'il y en a d'autres qui vont, dans ce type de gouvernance partagée, bah, être dans la caisse et mettre plus que du cœur et des tripes sur la table.
Mais à un moment donné, effectivement, ça provoque un déséquilibre. Et ça, moi, très honnêtement, je ne le vis pas au sein de Polyphy parce qu'on est à fond, tous les six. Mais je me dis que ça pourrait être super compliqué. Donc, pour moi, c'est le point d'interrogation. Et puis, moi, ce que je tiens, c'est qu'en fait, contrairement peut-être à ce que dit Jean-Luc, moi, j'ai l'impression que vous arrivez au même endroit, en fait. C'est-à-dire que, en fait, que toute cette aventure, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec la prise de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir, et que c'est un sacré truc, et que cette question, elle est au cœur, en fait, d'une aventure entrepreneuriale comme une aventure couple comme une aventure, etc. Et que tant que c'est pas traité et tant que c'est pas assumé, en fait, ça pose d'énormes problèmes et on se fait du mal avec ça. Et qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec des chemins différents, vous êtes arrivés au même endroit. Mais en fait, j'ai besoin de pouvoir repartir, d'avoir posé clairement, effectivement, qu'est-ce que je faisais avec cette histoire de pouvoir. Et pour moi, quelque part, c'est un enseignement super fort, en fait, que vous donnez, justement, de par cette histoire, et qui est cohérent, en fait. Non pas dissonant, mais justement cohérent. Pour moi, vous êtes au même endroit, en fait, dans votre conclusion, et je trouve ça super chouette. Et puis, le dernier point, c'est que moi, enfin, voilà, je remercie énormément parce que je trouve que le fait d'être là aujourd'hui, le fait d'avoir vécu ce que vous avez vécu, le fait d'être dans cette authenticité, cette simplicité, vous voir tous les deux, moi j'ai envie de faire plein de gros bisous parce que je trouve que c'est beau en fait. Je trouve que c'est une aventure incroyable et que vous la partagez avec simplicité, avec, et que je trouve que c'est un vrai cadeau qu'on a eu là cet après-midi. Donc je suis tout émue de ça et je vous en remercie. Merci. Merci. Ouais. Ça vous convient? On peut s'arrêter sur, sur ça. Voilà. Bah, je vous remercie aussi vous, enfin, voilà, Damien, Lucie, Jean-Luc, parce que voilà, on a organisé, on s'est tous les six autour de ça et je trouve que c'est un bon moment. Voilà. À tout bientôt. À Merci. bientôt. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Bye bye. Elle est belle ta photo, Damien. C'est mieux. Allez, bye bye, au revoir. Câlin, je veux bien, mais j'ai le Covid, hein. Franchement, je sais pas comment c'est là,